Merci Bruno. Alors, il y avait un petit PowerPoint qui servait de fil conducteur à ce que je vais dire, mais je vois qu'il n'est pas encore actif. Je vais démarrer, il arrivera, ça le fera venir, comme on dit chez moi. C'est vrai que c'est un sabodianisme. Alors, le thème, pour débuter cet après-midi, c'est effectivement de réfléchir à des solutions, des pistes pour une réforme utile au territoire et d'essayer de réinventer cette nouvelle rencontre des communs avec l'État. Alors, le propos que je vais tenir devant vous est j'ai envie de dire, à la fois prospectif et réaliste, avec un volet, disons, plus politique en première partie, et puis un volet plus juridique en seconde. La première partie de mon propos va consister à mettre l'accent sur, en lien avec tout ce qu'on a dit ce matin, mettre l'accent sur la nécessité du point de vue politique de prendre en considération les communs fonciers. Et là, il est clair que cela revient en particulier aux législateurs. Et puis, sur le volet juridique, mettre en lumière les ajustements qu'il faudrait opérer, ajustements du droit en vigueur, du droit positif. C'est-à-dire qu'il faut à la fois laisser un espace aux communs fonciers dans notre système juridique, il faut leur trouver la bonne place et puis articuler leur action avec l'action des nombreux autres acteurs territoriaux. Alors sur le premier point, la nécessité au plan politique d'une prise en considération des communs. Les premiers éléments, c'est qu'il faut... est-ce que vous pouvez avancer le PowerPoint en même temps ? Il faut que l'État... Quand je dis l'État, dans ce propos-là, c'est pas simplement... c'est l'État ou la sphère publique, la puissance publique au sens large, doit retrouver finalement sa boussole, au sens où il faut fixer un cap et quelque part réaffirmer la raison d'être des communs fonciers et leur intérêt social. Nous disposons, après 4 années de recherche et de nombreux échanges avec des élus, des ayants droit, des fonctionnaires, d'un état des lieux relativement clair, et pour prétendre que les communaux ne sont pas l'histoire ancienne que certains prédisent. Mais le constat du terrain, par de nombreux acteurs, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de jugement très radical quant aux communs. Alors, bien entendu, ici ou là, vous pouvez trouver tel élu ou tel fonctionnaire qui va tenir un discours radical, il faut supprimer les communs. Mais de manière générale, ce n'est pas ce que l'on a entendu, nous, quand on a mené nos enquêtes. C'est pour ça que quand on voit certaines propositions de loi destinées à supprimer carrément des communs fonciers, on se dit qu'il y a un problème, il y a une incompréhension. Les acteurs locaux sont beaucoup plus mitigés parce que soit ils défendent les communs, ils les connaissent, ils les défendent, on a eu des exemples ce matin, soit, et c'est souvent ce qui ressort des propos tenus par les maires, soit ils doivent composer avec ce qu'ils nomment une complexité sur leur territoire. D'ailleurs avec un certain embarras, parce que les maires savent bien aussi, ou pressentent très bien ce que les communs peuvent apporter. Ils disent que les communs peuvent apporter de bonnes choses aussi au territoire. Ils savent aussi, parce qu'ils sont pragmatiques, les élus, que les administrations classiques peinent et peineront à relever seules les défis socio-écologiques, faute de moyens. Donc traiter ce sujet, c'est tenter de répondre à la fois à une demande exprimée par les communautés villageoises, reliées à ces communs, et encore très attachées aux communs, mais également c'est tenter de répondre aux élus, aux attentes des élus des petites communes rurales. C'est-à-dire qu'il faut sortir les communs fonciers, consacrés depuis des siècles, d'une impasse ou d'un angle mort dans lesquels ils sont au regard du droit français. Il faut donc enclencher une toute autre dynamique. Je le disais tout à l'heure en aparté, c'est qu'il y a une petite musique très défaitiste en général dans les politiques publiques en France, et en particulier dans le milieu rural. Je crois qu'il faut faire cesser ce défaitisme et s'engager vers une autre dynamique qui est plus positive, puisque là, on tient là des outils très inspirants. En tout cas, chaque partie en conviendra, le statu quo tel qu'on le connaît actuel ne sert les intérêts ni de l'État dans son ensemble, ni des communautés concernées, ni des villageois. Il est temps de rentrer les fourches et de sortir par le haut d'un sujet complexe, nourri tant du droit en vigueur
que de la jurisprudence et bien entendu des usages locaux. Les constats, ils ont été faits ce matin, je les rappelle très rapidement. Malgré un déclin, les propriétés collectives sont bien présentes en France, avec des statuts très divers, on l'a dit. Elles représentent un patrimoine substantiel. Si on met bout à bout le foncier des propriétés collectives, c'est le plus grand propriétaire foncier de France, et de loin. Elles disposent d'une capacité à gérer de manière prudente la ressource naturelle, en témoignent les paysages façonnés, les écosystèmes abrités. Elles sont là. Alors, c'est comme quand un journaliste du New York Times demandait à Georges Mallory pourquoi il gravissait les montagnes. Alors, il réfléchit, il lui dit, mais elles sont là. C'est parce qu'elles sont là. Mais c'est la même chose ici. Pourquoi s'intéresser aux communs fonciers? C'est parce qu'ils sont là. Dès lors, faut-il supprimer cet héritage sous prétexte qu'il est ancien, parfois sous source de conflit, ou au contraire, faut-il considérer que c'est une formidable opportunité pour l'État, qu'il n'a même pas à inventer, puisqu'ils existent, mais plutôt à reconnaître et à adapter pour sortir par le haut d'un sujet compliqué. Donc, bien entendu, ce propos, c'est la seconde option que nous retenons. Nous devons donc changer de méthode pour non plus ignorer cet héritage, mais le mettre en valeur. Il faut, selon nous, s'inspirer de cette mécanique qui fait primer les droits d'usage sur la propriété et représente par l'implication collective des individus dans la destinée de leur micro-territoire une manière utile d'habiter et d'être reliés à la nature. On peut aussi penser, mais c'est un avis tout personnel, que la force collective qui se dégage de ces systèmes, quand ils fonctionnent bien, donne de meilleurs résultats que d'autres formes d'appropriation pour gérer de manière durable les ressources, prudentes et de manière effective. Pourquoi? Parce que dans les communs, les choix collectifs sont consentis. Dans le cadre des communautés villageoises, les droits d'usage collectif et les mécanismes internes de gouvernance, notamment des conseils, dans ces instances, finalement, ou dans ces systèmes, tout regarde tout le monde. Et les mauvais joueurs sont généralement écartés quand ça fonctionne. Les communs paraissaient condamnés. Qu'est-ce qui les requalifie? C'est la vraie question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est là, d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que le sujet n'est plus has-been? Eh bien, c'est le contexte socio-écologique. Il a rebattu les cartes. On le sait, ce contexte socio-écologique ravive le besoin de gestion prudente du sol, le besoin de relocalisation des activités, autonomisation des systèmes productifs, alimentaires, énergétiques. Il répondrait aussi à un besoin de réassurance, besoin de protection des populations contre les risques naturels. On a vu la problématique des incendies cet été. Le chauffage, l'entretien des paysages. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que le commun, c'est aussi une manière de relocaliser la démocratie, ou une part démocratique, par l'implication des habitants. C'est un peu le système qu'on a vu ce matin dans les exemples. Le commun foncier a cet avantage, il est tellement à l'intersection de différents enjeux que c'est un peu un tout en un. Mais il y a un problème. Il y a un problème en droit français. Le problème, c'est que plus personne ne connaît la raison d'être des communs dans la société plus individualiste, post-agricole du XXIe siècle. Société toujours autant accablée de défis à relever. Donc ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que, certes, le droit en vigueur fait référence au commun, code civil, code forestier, code général des collectivités territoriales, mais il ne dit pas, le droit français ne dit pas à quoi cela sert ou à quoi cela peut-il servir. À la différence, et on le verra tout à l'heure avec notre collègue Roberto Louvain qui interviendra, d'un pays comme l'Italie qui, dans ses lois récentes adoptées, indique que les communs, avant de parler de régime juridique, ça sert protection des populations, lien intergénérationnel, utilité pour les territoires, agropastoralisme, etc. On a besoin d'une mise à jour. Pourquoi? Parce que sans cette mise à jour, on maintient en suspension la petite musique de leur désuétude, de leur anachronisme. En réalité, l'État n'a pas de stratégie, il n'a pas de colonne vertébrale en matière de commun. Et ça, c'est un grand problème. Il est donc important qu'il en ait une. L'État, la République, doit donc passer d'une posture de ce que j'appelle à commun à pro-commun.
Je n'emploie pas le terme de anti-commun, parce que nos enquêtes l'ont bien montré, l'État n'est pas anti-commun, il n'a plutôt pas de politique, donc il est à-commun, tout simplement. Et donc l'État doit, de cette manière, jouer à nouveau un rôle protecteur vis-à-vis des populations, protecteur, l'État protecteur au sens de Hobbes, le Léviathan. Toutefois, dresser des perspectives aux communaux ne peut pas se faire en tombant dans l'idéalisme béat, car des difficultés pratiques, il y en a, comme dans toute organisation humaine. Par endroits, les égoïsmes sont larvés derrière le drap blanc du collectif. Le problème des subventions de la politique agricole commune dénature quelque peu le sens collectif dans les sections de communes, où il y a une course à la concentration, une course à l'hectare, qui pervertit un petit peu la mécanique de l'attribution des terres. Il y a la complication de la gestion locale, etc. Mais qu'on parle d'égoïsme ou qu'on parle de fraternité, on est toujours, grâce à ces systèmes, dans une obligation de faire ensemble. Et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Et quand bien des soucis locaux ne viennent pas tant de l'outil que des caractères humains. Mais restons-en aux perspectives politiques. Les communs fonciers, pourquoi faire au XXIe siècle? Pour répondre à quelles questions? Alors ça a été dit ce matin, je vais passer très très vite. Il y a une question, répondre à une question sociale tout d'abord. Et on ne la met pas toujours en avant. Les enquêtes que nous avons menées ont montré le fort sentiment d'injustice et le fort ressentiment des populations rurales, en particulier dans les sections de communes, lorsque les ayants droit font face à des tentatives de suppression de leurs droits ou de dépeçage du foncier collectif. Et ce sentiment ou ce ressentiment a deux ressorts principaux. Le premier, c'est la forme d'indifférence qui confine parfois à la condescendance, mais c'est involontaire. Condescendance de l'État ou de législateurs à l'égard des modes et savoir-faire de concertation, de délibération qu'on trouve en milieu rural et qui existent donc dans les communs. Le second ressort est généré lorsque l'on se sent rabaissé et dominé par un appareil administratif, pris au sens large, encore une fois, les préfets, les fonctionnaires et l'Office national des forêts, etc., lorsqu'ils exercent une forme de tutelle sur les communaux. Un exemple parmi tant d'autres. On lit dans le programme régional de la forêt et du bois de la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est l'ONF, dans une fiche 1.4, qu'il est souhaitable de supprimer les communs fonciers. Comment voulez-vous dès lors que les ayants droit soient bien disposés à l'égard d'une administration qui, d'entrée de jeu, leur envoie un signal pas très positif? Donc je pense que c'est cette logique-là cette musique-là qu'il faut changer. L'autre volet social, c'est la question des réseaux sociaux. Je ne parle pas des réseaux sociaux, Facebook, etc. Les communs fonciers sont l'un des réseaux sociaux les plus anciens du monde rural. Il est intéressant, selon nous, de le laisser prospérer, même si ce relationnel est d'abord utile avant d'être altruiste. Les liens sociaux sont générés dans les communs et tissés lors de l'exercice des droits d'usage, entre les agriculteurs, entre les chasseurs, entre les affouagistes, entre les cueilleurs de cèpes, dont on parlait à midi. Les liens résultent aussi des actes courants de la gestion de la propriété collective. On parle parfois de faire les corvées à l'ancienne, les corvées, mais la corvée, c'est jamais que des journées où on se retrouve tous, et puis au maximum, et où on nettoie les chemins, on cure les fossés, etc., et ça se finit par un bon repas, débroussailler, etc. Et puis aussi, il faut savoir que, et ça on le mesure jamais économiquement, quelle est la valeur des échanges d'informations sur les territoires entre les gens? Ici, on a repéré qu'un poteau est tombé. Ici, on a repéré qu'il y a un fossé qui est bouché. Ici, pensons aux incendies. Prévenir les incendies, les informations orales que les gens se transmettent, c'est une richesse insoupçonnée qu'aucun rapport officiel ne met en valeur. J'ai épluché un peu les rapports qui vantent les mérites du bénévolat. On connaît une crise du bénévolat en France actuellement. Eh bien, pas une fois le mot sectionnaire, le mot ayant droit, commoners n'apparaît. Et pourtant, les sectionnaires qui sont éventuellement dans la salle savent tous que c'est du bénévolat. C'est du temps passé pour la collectivité. Et une chose en plus sur les sections de communes, le fait d'avoir l'obligation d'y posséder son domicile réel et fixe pour être ayant droit, pour être membre,
permet de fixer des populations en place et de contribuer aussi à l'animation rurale, puisque si on y habite, on y a droit. Voilà. Et puis l'autre enjeu, c'est la question environnementale, mais je n'y reviens pas, puisqu'on en a parlé beaucoup ce matin. Je rappellerai juste que dans l'accord de Paris de 2015 sur le climat, l'importance des communautés est rappelée. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les États qui sont censés mener la lutte contre le réchauffement, mais toutes les forces disponibles. Et les communautés en font également partie. Alors, il faut à présent qu'il y ait une nouvelle dynamique législative qui passera par la reconnaissance de ces communs. Il faut dire que, à grandes enjambées, l'État moderne s'est construit en France selon un schéma de pensée, Bruno l'a dit ce matin, qui a porté préjudice aux communs antérieurs, en tout cas. L'uniformisme, je schématise, a conduit à ce qu'on ait un code civil qui a prôné essentiellement un mode de propriété privée, même si on n'a pas enlevé totalement la propriété collective, la verticalité des institutions et un principe d'égalité entendu très strictement. Il apparaît donc que dans le contexte actuel juridique, politique, constitutionnel français, que l'État, le législateur en particulier, détient l'une des clés les plus importantes de la pérennisation des communs fonciers. C'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Parce que modifier la loi sur ces sujets-là exige l'intervention du législateur. Parce que l'on touche aux droits et libertés fondamentaux. On touche aux droits de propriété d'une manière ou d'une autre. On touche au principe d'égalité. Voilà pourquoi l'État et les législateurs détiennent l'une des clés importantes. Alors, une autre clé de la résorption des problèmes ne vient pas de l'État. Elle vient des communautés elles-mêmes, qui ne doivent pas cesser leur implication, qui doivent même redoubler d'implication. Sinon, parce que les communs dépeuplés sont des communs en déshérence. Mais je rappelle que ce n'est pas parce qu'un commun est dépeuplé qu'il est mort juridiquement. Il peut tout à fait revivre si les gens s'investissent. Voilà les défis à mener, surtout dans une société plus composite, une société rurale plus composite et moins agricole. Donc dans un pays qui a, depuis 200 ans, glorifié un rapport individuel au foncier, inculqué l'idée que l'intérêt général relevait surtout des collectivités publiques, la propriété collective sera d'autant mieux soutenue qu'elle bénéficiera du soutien de la représentation nationale. Il faut donc un acte fort de la représentation nationale. Idem si l'on pense à reconnaître les spécificités territoriales que le droit constitutionnel moderne permet, et idem si l'on veut adapter le principe d'égalité pour, disons, aller vers une égalité en considération ou en citoyenneté des individus. C'est un concept de Pierre Rosanvallon, et pas simplement principe d'égalité stricte. Parce que oui, ces systèmes ne sont pas tous égalitaires. Quand on est dans un club, si je peux dire, mais ce terme n'est pas forcément le meilleur, mais on a droit à certaines choses qu'on n'a pas ailleurs. Mais dans le club, par contre, le principe d'égalité prévaut. Alors maintenant, voyons, après cette reconnaissance bienveillante et politique des communs qui est nécessaire, comment on peut procéder à des ajustements techniques, juridiques de la législation, puisque la reconnaissance bienveillante ne suffit pas à elle seule. Donc c'est le deuxième point. Alors, peut-être pouvez-vous avancer là. Nous allons aborder quelques points, 4 points à vrai dire. Dans notre documentaire, on vous fera encore une fois passer les liens, à un moment, on a interviewé un chef d'entreprise et il dit « C'est plus compliqué que cela ne devrait être ». Et ça m'a interpellé cette phrase, et en effet, il faudrait que ce soit beaucoup plus simple. Ça devrait être plus simple que ce que l'on voit. Mais pour que ce soit plus simple, il faut que certaines choses soient revues. Puisqu'il faut aller dans 2 directions, améliorer les relations des propriétés collectives avec les autres acteurs du territoire et aussi répondre aux interrogations des maires qui se retrouvent confrontés à des difficultés lorsque les communs ne sont plus animés par l'énergie des individus ou faute de revenus. Donc il y a 2 grands axes
de travail, à mon sens. C'est d'un côté, il faut redonner de la marge d'action et d'auto-organisation aux communautés dynamiques. Là où les gens sont mobilisés et impliqués, il faut de la liberté. De l'autre, il faut donner aussi les moyens aux communes de composer avec les propriétés collectives. Alors, premier point qui me semble important, c'est la considération. Considérer par un texte de loi les propriétés collectives m'apparaît fondamental dans leur grande diversité, juridique et fonctionnelle. Il s'agit de reconnaître la diversité des modes propriétaires existants. On a vu ce matin qu'il y avait des dizaines de cas possibles. Il est hors de question, à mon sens, qu'une loi dise passe par le menu et fasse référence à tous les systèmes, ça ne sera pas possible. Il faut donc reconnaître par principe les communs et reconnaître leur capacité d'auto-organisation. Il faut aussi valoriser dans le même texte, peut-être, les fonctions d'intérêt collectif possibles et donc leur intérêt pour l'État. Il ne faut surtout pas les énumérer et vouloir les ranger dans les cases que nous connaissons tous en droit administratif ou en droit civil. C'est quoi une section de commune? C'est un établissement public. Non, c'est une personne morale sui generis. Les communs sont sui generis, uniques en leur genre. L'Italie, on en parlera tout à l'heure, a procédé en 2017 à voter une loi où il y a 3 articles qui résument ce que je viens de dire. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, deuxième point important, je crois, c'est de renforcer la protection de principe des biens, des propriétés collectives. Peut-être, tout simplement, il faudrait affirmer ou réaffirmer que ces biens collectifs sont inaliénables, imprescriptibles et impartageables. Je parle bien d'un principe ici à rappeler. La loi pourrait aussi rappeler le principe d'une utilisation perpétuelle, une affectation perpétuelle des biens à des finalités agricoles, sylvicoles, pastorales, ou que sais-je. Alors pour les biens des sections de communes confrontées au droit administratif, il s'agirait peut-être, mais on en parlera aussi après, de revoir le contenu des procédures spécifiques qui permettent aux collectivités de vendre les biens communs ou de transférer les biens, en garantissant la tenue d'une consultation effective et éclairée des ayants droit, procédure de publicité, enquête préalable, respect du vote des ayants droit. La section de commune pourrait aussi redevenir une institution purement privée, institution sociale privée, et comme les proto-sociétés dont nous parlions ce matin, la vente des biens ou l'achat des biens ne regarde que les ayants droit eux-mêmes, et pas l'appareil d'État du coup. En ultime recours, si le bien devait sortir du commun, on peut aussi proposer un droit de priorité à l'achat des terres des communaux à des personnes susceptibles d'en poursuivre la préservation. Des agriculteurs, des collectivités publiques, des associations, en insérant dans les actes de vente des clauses antispéculatives. On pourrait aussi envisager que les biens appartenant à des propriétés collectives aujourd'hui dormantes ou en déshérence, parce qu'il n'y a plus personne qui s'en occupe, soient provisoirement gérés par des entités tutélaires, mais protectrices vis-à-vis de ce que seraient devenus des communs pupilles. Des pupilles, en attendant peut-être le moment venu qu'on les réactive, en les gérant sous la forme d'une administration séparée. Alors ces entités qui pourraient gérer les communs, un peu, ce matin on parlait des ORE, mais on peut trouver plein de tiers susceptibles de prendre la main. Les communes, évidemment, historiquement, la commune politique, je veux dire, les conservatoires des espaces naturels, des associations, d'autres entités qui viendraient représenter une tutelle protectrice le temps que. On peut imaginer énormément de schémas. Et je rejoins ce qui a été dit ce matin par monsieur le sénateur Pierre Ouzoulia. On tient là des gisements d'innovation, des gisements inspirants. Il n'y a qu'à procéder, il n'y a qu'à aller sur ce terrain-là. Troisième point, identifier, inventorier, comprendre. Le but ici serait de mieux connaître le pays réel et de le faire connaître au grand public. Projets scientifiques, scolaires, expliquer les droits d'usage, les actions collectives menées, les bienfaits territoriaux des communs, et pas simplement, comme on l'entend souvent, ces communs profitent uniquement à quelques personnes qui en tirent les bénéfices, les privilèges, on a même entendu. Oui, avoir des terres de bois, c'est un privilège.
je l'entends, mais je ne suis pas sûr que ce soit un des plus grands privilèges que l'on connaisse dans notre système économique et social. On pourrait réfléchir, mais on en parlera tout à l'heure, peut-être avec aussi Déborah, réfléchir à un mécanisme d'enregistrement, de référencement de ces communs en France qui n'existe pas aujourd'hui. D'ailleurs, le décompte est très compliqué. Nous, on a essayé de le faire, on a passé du temps. Bon, on a une petite vue floue du territoire qu'on a investigué, mais on sait qu'il y a à peu près plus de 30 à 40 000 sections de communes, des milliers de communaux cultifs, etc. On sait que c'est redoutable, le chiffre est très élevé, mais personne ne vous le donnera exactement. Mais peut-être qu'en mettant en place un système d'enregistrement, de référencement, on aurait des certitudes, et en contrepartie, on garantirait au système ainsi référencé des droits. Et en particulier, on pourrait imaginer qu'il soit enregistré au fichier immobilier, de manière à ce que dans les actes notariés, il en soit systématiquement fait état. Parfois, les gens achètent héritent de biens, ils achètent un bien dans une section de commune, ils ne savent absolument pas qu'en même temps, ils mettent les pieds dans un monde parallèle. Le commun. Et là, l'acte notarié pourrait être un vecteur aussi d'explication. Vous, certes, vous avez acheté une propriété ici, mais sachez qu'en même temps, vous allez devenir ayant droit de. Ça peut les intéresser ou au contraire les effrayer, mais ils sauront pourquoi. Ensuite, on viendra les chercher pour aller faire les corvées. Ou le barbecue du... Ouais, c'est dangereux. Dernier point, dernier point dans les ajustements. Dernière diapo, celle d'après, s'il te plaît. Moderniser, inclure, oui, alors là c'est un des points les plus importants, je pense les plus substantiels aussi. Il s'agit de faciliter les possibilités d'agir, d'être acteur à la bonne échelle partenariale. Il faut penser les communs aujourd'hui dans le monde moderne en complément de l'action de l'État, des autres collectivités locales ou au-delà, parfois avec, parfois sans. Le partenariat avec les administrations du territoire pourrait être beaucoup mieux organisé que ce qu'il ne l'est aujourd'hui, spécialement dans les communes ou dans l'intercommunalité. Une bonne échelle d'action ne peut-elle pas être micro-territoriale, surtout dans la ruralité française peu peuplée? Dans un article, j'ai appelé ça la coopération intracommunale. Il s'agit donc d'agir à rebours de la tendance dominante, mais qui commence à être chahutée, qui veut que les grands ensembles administratifs soient systématiquement l'avenir des territoires français. Et pour ce faire, le principe de subsidiarité horizontale que l'on trouve dans la Constitution italienne, et je m'inspire souvent d'exemples italiens, permet ce partenariat public commun. Il devra être promu au niveau horizontal et pas vertical sur les territoires avec les propriétés collectives, dont les membres sont considérés par les autres partenaires publics comme des membres avisés, des personnes expertes par leur savoir et aptes à co-administrer le territoire ou agir en complément. Par ailleurs, je crois qu'il faut s'attaquer résolument à la question des flux financiers et fiscaux. C'est un sujet compliqué, mais je crois que c'est aussi peut-être le sujet le plus crispant. On doit pouvoir accorder aux propriétés collectives des exonérations fiscales, après tout, lorsqu'elles agissent dans l'intérêt collectif. On doit pouvoir leur accorder des subventions, puisqu'elles entretiennent des forêts, elles vont prévenir les risques incendies. Pourquoi on le fait pour des associations syndicales, on le fait pour des associations foncières urbaines. On est dans le même état d'esprit. Sans compter leur participation éventuelle aux politiques régionales européennes. Les flux financiers, on en a parlé ce matin, peuvent aussi se faire davantage en s'appuyant sur le droit positif qui existe, c'est-à-dire l'article 2412-2 du CGCT qui permet depuis 2013 d'affecter les surplus de revenus d'une section, section de commune, lorsque ces dépenses sont couvertes, d'affecter à des financements communaux. Et puis, peut-être réfléchir aussi, lorsqu'on parlait tout à l'heure de tutelle, les administrations partenaires pourraient tout à fait apporter, pourquoi pas, une assistance tant humaine, technique que juridique, en tant que de besoin au commun, dès lors qu'on partage une communauté de vues sur la façon d'aménager son territoire. Donc, gisement d'expérimentation, gisement d'inspiration, gisement d'innovation, des contrats nouveaux, des pactes de coopération, des réglementations d'administration partagée. Je prends là les mots qui sont tirés d'une délibération du conseil municipal de la ville de Grenoble, qui n'est pas une commune rurale, mais qui s'appliquerait tout à fait aux cas ruraux. Et puis, il faut aussi, de l'autre,
arrêter ce système de punition des sections de communes lorsqu'elles ne payent plus leurs impôts. Vous savez que dans le code français, code du CGCT, au bout de plusieurs années, quand la commune paye les impôts fonciers à la place de la collectivité, à la place de la section, eh bien, les biens de section peuvent être transférés assez radicalement dans un patrimoine communal. Dans la mesure où on imagine que des surplus financiers d'une section profitent au budget communal, on pourrait très bien imaginer qu'à l'inverse, donnant, lorsque la section est en difficulté financière, la commune paye à sa place les impôts. Donc ce sera un système équilibré où, ben voilà, si on s'entend bien, le monde serait probablement meilleur. Il faut laisser vivre enfin les formes auto-organisées de gouvernance et de démocratie locale. Alors la notion de démocratie participative est dans toutes les bouches aujourd'hui, mais on ignore radicalement ce qui se passe en milieu rural, qui est d'ailleurs double peine, moins doté que le milieu urbain d'outils de participation. Je vous rappelle qu'en milieu urbain, par exemple, il y a des conseils de quartier, mais on n'a pas ça en milieu rural. Sachant que la loi de 2013 pour les sections de communes a aussi limité la constitution des commissions syndicales. Alors, on se demande si le législateur n'est pas inconséquent, puisque d'un côté, il limite la constitution des commissions syndicales de certains communs, et de l'autre, c'est la loi du 27 décembre 2019, je la rappelle, il a créé, sentant un besoin de satisfaire le désir d'implication des habitants, permettant la création dans chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux de communes de moins de 3500 habitants, d'un conseil consultatif. Donc le conseil municipal en France peut, dans le milieu rural, créer sur demande des habitants un conseil consultatif pour ces hameaux. Bon, très bien. Enfin, il est quand même dommage de devoir recréer des instances alors que des entités existent déjà depuis 600 ans, si ce n'est pas plus. Une autre piste pour les sections de communes pourrait être de revenir à l'esprit des dispositions antérieures à la loi de 1985 qui permettaient de constituer ponctuellement des commissions syndicales, projet par projet. On mobilise la population locale selon les projets, c'est ce qui évite de créer une commission permanente. Et pour les proto-sociétés dont on parlait, de droit privé, inutile de changer la loi. Elles sont autonomes, fonctionnent dans leur coin, avec leurs usages et leurs coutumes. Ne changeons rien. Et le dernier point, c'est qu'il faut absolument augmenter la visibilité de ces systèmes. Augmenter la visibilité. On va y arriver. Ces instances, ces structures, ces institutions sociales n'apparaissent jamais dans les cénacles politiques ou institutionnels territoriaux. Or, dans les régions où elles sont encore nombreuses, c'est sûr qu'elles ont disparu par endroits, quand on a parfois 10 à 15, 20 même sections de communes, il y a plus d'une centaine de communes en France où il y a près de 20 sections de communes, 20 communs, pas tous dynamiques. Néanmoins. Mais il n'y a aucune représentation nulle part. Alors les pistes sont les suivantes. On pourrait tout à fait donner la parole à des représentants de ces structures, notamment au moment où on élabore les plans locaux d'urbanisme, parce qu'il est question de foncier quand même. Soit obligatoirement, soit à leur demande, l'avis. Ça me semble le minimum. On pourrait tout à fait accroître le dialogue intra-conseils municipaux, dans l'hypothèse où il n'existe pas de commission syndicale, et imaginer que des conseillers municipaux soient aussi des conseillers sectionnaux, c'est-à-dire élus, quand ils sont élus, ils sont à double casquette, ils représentent aussi les intérêts des communs. Rien n'empêche aussi les communes de créer un adjoint au maire en charge des communs. Il me semble que rien ne l'empêche. Réactiver également la notion de syndic qu'on trouvait dans le temps. C'est-à-dire une personne désignée par les ayants droit qui est leur représentant pour aller dans des instances, pour discuter. Au moins la commune ou d'autres entités ont un interlocuteur. Ce qui est un problème aujourd'hui, l'interlocuteur. Voilà quelques pistes que je voulais vous livrer. En conclusion, il est grand temps de ne plus occulter des pans entiers de la réalité sociale française et des possibilités de gestion collective du territoire. Les organisations et communautés d'ayants droit liées aux communaux sont dès lors de formidables sources d'inspiration et d'innovation politique, sociale et juridique.
L'innovation, c'est une autre ressource méconnue du monde rural, attestée depuis des temps immémoriaux, Bruno l'a bien rappelé ce matin juridiquement, et cette ressource ne demande qu'à être ravivée. Voilà, je vous remercie.